Avec vous, tiens. Est-ce que vous avez une position? Vous estimez-vous qu'il faut effectivement atteindre ces 60%, c'est ce qu'on dit, de population touchée pour éviter un rebond et que le virus se propage encore? Ou alors vous dites non, on peut le casser, on doit le casser dès maintenant? Oui, alors je ne sais pas exactement quel est le taux qu'il faut atteindre pour être sûr que le phénomène épidémique s'arrête, mais on sait par expérience dans des épidémies antérieures qu'il faut un pourcentage de la population suffisamment élevé, de l'ordre de 50%, peut-être 60%, pour que le phénomène épidémique s'arrête. Or, dans toute cette discussion qui est compliquée, il faut bien reconnaître, à mon avis, que le fait de confiner freine ce phénomène d'acquisition d'anticorps dans la population et donc prolonge le risque de voir l'épidémie avec tout ce qui a été évoqué, non seulement la prolongation dans le temps, mais aussi la reprise du phénomène avec des gens qui, porteurs de virus, vont recontaminer des gens ou contaminer des gens qui n'ont pas été antérieurement atteints, ce qui complique beaucoup. Or, l'avantage, effectivement, de, comme on dit, laisser courir, laisser filer le phénomène épidémique, c'est que la population s'immunise, bien sûr, et qu'on va vers une fin d'épidémie plus rapide et automatiquement plus certaine. Alors, bien évidemment, l'inconvénient, ça a été largement évoqué, c'est qu'on risque de voir, et on l'a vu, une augmentation de la pression sur les services hospitaliers, les services de soins intensifs et de réanimation, et c'était ça l'objectif. Mais il faut bien, dans toute mesure, il y a bénéfice-risque. Vous nous dites qu'il y a un revers du confinement, c'est que ça empêche la population de s'immuniser à un taux qui permettrait de stopper à terme cette épidémie. Mais est-ce à dire, et là je prends vraiment beaucoup de pincettes, mais qu'au moment où on observera que les services de réanimation sont prêts, ont ce qu'il faut, peuvent amortir la situation, vous dites qu'il faudra peut-être desserrer le confinement pour aller vers cette immunité qu'on dit collective? Alors, on s'est engagé dans un phénomène qui complique beaucoup les choses. On n'aurait pas pris, on peut l'imaginer, hein, on n'aurait pas pris ces mesures que peut-être on aurait permis cette mise en place de l'immunité de la population. Maintenant qu'on est engagé dans un phénomène où on a isolé les gens, où on les a mis en confinement, on va devoir mettre en place toute une série de mesures progressives de déconfinement. Et là, je pense que c'est l'intérêt majeur des tests sérologiques. Il va falloir mesurer justement le nombre de Français qui ont été atteints, qui étaient porteurs éventuellement du virus sans être malades, de forme bénigne, etc., qui sont majoritaires. Et justement, parce que c'est majeur, on va s'y arrêter très précisément dans un instant, mais on reprécisera les faits pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle quand on parle de tests sérologiques. Je continue de parler de ces deux hypothèses, si vous le voulez bien. Oui, et si je peux me permettre d'ajouter qu'on a deux pays qui sont modèles dans ce domaine, qui ont pris l'option de ne pas confinés, les Pays-Bas d'une part, la Suède d'autre part. Alors vous me direz, c'est pas forcément comparable, ni en capacité de santé peut-être, ni en densité de population. Enfin, il faut rester prudent aussi. Mais ce sera très important. Et à mon avis, ils seront à terme gagnants parce qu'ils sortiront plus vite du phénomène épidémique que les pays qui auront confiné. Professeur, vous avez un avis, vous? Effectivement, il fallait peut-être aller vers une immunité collective, comme on l'appelle, ou pas? Ou au contraire, vous dites effectivement, il faut et on peut casser ce virus? Je comprends parfaitement ce que c'est que le modèle. Et c'est un modèle qui part d'un certain nombre d'hypothèses, mais aucune de ces hypothèses n'est certaine. Et en plus, elle peut changer au fur et à mesure. Par exemple, ce qu'on a appelé le R0, le nombre de personnes qui vont se contaminer à partir d'un cas qui a été contaminé. Ce modèle fait qu'on démarrait de 2 à 3. Aujourd'hui, avec le confinement, il est inférieur à 1 probablement, et c'est ce qui stoppe l'évolution de l'épidémie. Si on peut éviter l'évolution de l'épidémie, on évite, la première chose, la saturation du système de santé. Pour que nos concitoyens comprennent, si le chiffre de l'Imperial College est vrai, 2 millions de personnes, nous avons mis avec 2 millions de Français infectés, au bord de la fracture, le système français de soins dans l'Île-de-France, là où se concentre quand même l'offre de soins d'urgence et de réanimation la plus forte et probablement, compte tenu de sa densité, la plus performante.
nous sommes arrivés à la limite de la saturation lundi, et c'est grâce au confinement qu'on a réussi à passer cette première vague de submersion. Deuxième élément, nous comptons aujourd'hui plusieurs milliers de décès. Si on avait laissé complètement flamber le système et on n'avait eu pas 2 millions, mais 4 millions, 6 millions, 8 millions, 10 millions, 12 millions, le nombre de décès, on serait en train de le multiplier par 7, par 8, par 10. Est-ce que notre société était prête à ça ? Et un troisième point qui me semble important aussi, c'est que là, on parle d'un argumentaire qui est un argumentaire scientifique. On protège la population générale et on donne l'avantage à une logique collective, à un bénéfice individuel des patients qui pourraient décéder, qui sont en général des populations très faibles, âgées, polypathologiques, mais pas seulement. Et on dit, OK, on est prêt à affronter ces décès. Ce qui me fait un petit peu moins grincer des dents, c'est lorsque l'argument, excusez-moi, vous êtes un économiste, c'est économique. Lorsque l'argument est économique, ça m'inquiète. Parce que si c'est une question de sous, une vie humaine a un coût aussi. Et dans un modèle, c'est une perte de productivité. Je vous rappelle que quand le sida a commencé en Afrique, on était ensemble à l'époque avec Claude Bernard, notre immense inquiétude était le sida est en train de condamner l'Afrique au sous-développement pendant des décennies parce que sa force de production, toute sa jeunesse, va mourir du sida. Si aujourd'hui on condamnait aussi une partie de notre société à une perte de potentiel de production de ces gens, si on considérait que 50% de la population doit être touchée, on parle de 35 millions de Français. Et il y a des systèmes de soins en Europe, même communautaires, l'Italie, l'Espagne, et extra-communautaires, je ne vous dis pas. Et en Afrique, en Amérique latine, ce serait l'effondrement du système de santé, non seulement pour le Covid, mais pour toutes les autres maladies. Alors, docteur Marty, vous êtes toujours avec nous et vous souhaitiez réagir. Oui, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de vérité dans cette matière. Il n'y a pas de vérité et je pense que la vérité se construira avec la somme des solutions. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une immunité à la population, on va peut-être viser par génération. Les régions sont différentes. On voit bien que l'Île-de-France aujourd'hui n'a rien à voir avec la région Midi-Pyrénées. Donc il va falloir qu'on adapte nos solutions. Et puis pour rebondir sur ce que nous disait le dernier intervenant, mon confrère, si l'on prend l'exemple effectivement du sida en Afrique qui a décimé une population jeune, la grande crainte que l'on peut avoir par rapport à cette affection, c'est que notre population vieillissante qui soit décimée, notamment dans les EHPAD, dans les soins de suite et réadaptation, puisque là, même si il y a des régions qui sont calmes, on va dire, au niveau du climat du Covid-19, on voit bien que chaque EHPAD est un cluster potentiel où l'affection peut se développer comme un feu dans une forêt de bois sec. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, c'est un problème économique, là aussi, qui fait qu'on n'a pas les moyens d'agir véritablement et de protéger ces personnes âgées polypathologiques. Or, une vie égale une vie. Et on ne peut pas supporter, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on n'ait pas les moyens de tester l'ensemble des soignants pour écarter ceux qui sont potentiellement porteurs de la maladie, qu'on n'ait pas les moyens de faire un screening total des patients pour voir s'il n'y en a pas qui sont atteints et peu symptomatiques que l'on devrait écarter pour éviter qu'on ait ce feu dans les maisons de retraite. Et s'il y avait un véritable appel que l'on a lancé aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il va y avoir des drames, ils ont déjà commencé sur tout le territoire, c'est que véritablement on mette le paquet sur le plan économique pour qu'on protège nos aînés. Alors, docteur, autre question pour le professeur Bricage, une question bien précise. Est-on sûr, puisqu'on part du postulat que 50 à 60% de la population immunisée, puisque touchée, ça permettrait de ralentir le virus. Mais est-on sûr que quand on a été malade, on est immunisé ? Oui, alors d'abord, premièrement, vous avez raison de dire que c'est un postulat, donc soyons encore prudents et il faut rester modeste et prudent en ce domaine. Deuxièmement, a priori, quelqu'un qui fait la maladie, qui a été contaminé par le virus, même s'il n'exprime pas des symptômes, va déclencher son système immunitaire et faire des anticorps qui sont a priori protecteurs. Alors, est-ce qu'ils sont protecteurs longtemps ? C'est une deuxième question, mais je pense qu'on aura